Bonjour à tous. Bon matin. Bienvenue à ce deuxième 20 minutes des CPA en collaboration avec le regroupement des CPA de l'Estrie et l'Ordre des CPA du Québec. S'attaquer à cette stratégie d'affaires en 20 minutes avec Éric Préville que vous voyez à l'écran. Alors, vous savez, pour la réalisation de nos activités, nous avons l'appui de nos partenaires majeurs que je me dois de saluer, et ce, avec plaisir. Alors, le Centre des services scolaires de la région de l'Estrie, des jardins d'entreprise, groupement des CPA de l'Estrie, Promutuelle Assurance Centre-Sud, régime d'assurance collective des Chambres, Sherbrooke-Innopol et l'Université de Sherbrooke, dont il y a des gens ici ce matin. Je sais que vous êtes habitués là, avec les Zooms, mais au cas où, il y aura la présentation et par la suite une période de questions. Vous pouvez lever la main et je vous passerai la parole. Vous pouvez aller dans le chat ou poser vos questions. Alors maintenant, je passe la parole à Olivier Girardot, qui va vous présenter notre conférencier. Olivier est CPA, CMA, directeur de succursale à la Banque TD. Olivier. Merci, Louise. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, merci à la Chambre de commerce d'industrie de Sherbrooke d'avoir organisé la rencontre ce matin. Au nom du regroupement des CPA de l'Estrie, il me fait plaisir de vous accueillir au webinaire S'attaquer à sa stratégie d'affaires en 20 minutes. Ce webinaire fait partie de la série de conférences 20 minutes CPA, vous présente les incontournables pour faire la planification stratégique de votre PME un gage de succès. Avant de lui céder la parole, laissez-moi vous présenter notre conférencier, Éric Préville, CPA, CMA. Diplômé en comptabilité et de management et détenteur d'un MBA de l'Université de Sherbrooke, Éric Préville est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et est activement engagé auprès de son ordre professionnel. À titre de directeur principal à la Banque de développement du Canada pendant plus d'une dizaine d'années. Il a effectué plus de 200 interventions en entreprise et en accompagnement de PME vers le succès. Aujourd'hui, à titre de conseiller en gestion stratégique, sa mission est d'accompagner les entrepreneurs dans les moments clés du développement de leur entreprise afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs stratégiques de croissance, de profitabilité ou de passation de flambeau. Sur ce, je laisse la place à Éric Préville, le temps de vous remercier de votre présence et de vous souhaiter une bonne conférence. Merci Olivier. Bonjour tout le monde. Donc ce matin, s'attaquer à sa stratégie d'affaires. Donc, s'attaquer à sa stratégie d'affaires. Le choix des mots n'est pas innocent, donc pourquoi s'attaquer? Mais on est un petit peu en mode offensif. On sent ici un verbe qui est plus offensif versus la défensive. On veut donc s'attaquer à sa stratégie d'affaires. Ça va cibler autant les entreprises, ce que j'appellerais donc traditionnelles, que l'entreprise à but non lucratif, l'OBNL. On veut, peu importe le type d'organisation qu'on va avoir, on veut s'attaquer à sa stratégie d'affaires. Ce matin, je vais vous donner les grandes bases de ce que c'est une planification stratégique. Pourquoi on devrait le faire? Donc, j'espère, mon objectif, ce n'est pas de faire de vous des professionnels de la planification stratégique, mais de vous avoir fait prendre connaissance et conscience de l'importance de s'attaquer à sa stratégie d'affaires. Sa stratégie d'affaires, on va voir c'est quoi et pourquoi, qui devrait participer, puis ces étapes clés. Pourquoi s'attaquer à sa stratégie d'affaires? En fait, dans les pourquoi, la BDC avait fait un sondage vraiment intéressant parmi ses clients. Donc, on a mesuré les clients de la BDC qui avaient fait une planification stratégique et ceux qui n'en avaient pas fait. Et 70% des entreprises qui réussissent le mieux avaient fait une planification stratégique. Donc, on peut avoir une certaine corrélation entre le fait d'avoir fait une planification stratégique et de voir le succès de l'organisation. Pourquoi on fait une planification stratégique? Bien, je dirais pour prendre du recul puis officialiser sa vision. Donc, où on veut aller, où on veut amener cette entreprise-là, pourquoi on le fait. Donc, pourquoi on se lève le matin puis on veut rendre les services qu'on rend. Pour prendre du recul, parce que souvent, dans les opérations quotidiennes, on a le nez collé. J'aime l'expression. On a le nez collé ses arbres, puis on n'est plus capable de voir la forêt avec
toute sa beauté, mais tout le recul qu'on est capable de prendre. Donc, c'est de prendre un temps de s'arrêter puis de regarder notre organisation. Pour mieux connaître et comprendre l'environnement dans lequel on évolue, souvent, on ne prend pas le temps de se questionner, de revoir c'est quoi les contraintes, c'est quoi mes contraintes, dans quel environnement j'évolue, c'est qui est ma compétition vraiment. Donc, de prendre le temps de, de s'imbiber de quel est notre environnement. Ben, pour dégager des stratégies innovantes et performantes, on est parti souvent sur des chemins, on se laisse un peu guider par la vie, mais c'est le temps, la planification stratégique, de revenir à la source puis de revoir est-ce que mes stratégies sont innovantes, sont performantes. Puis souvent, quand on parle d'innovant, ce n'est pas nécessairement technologique, mais dans l'innovation, c'est dans la nouveauté et la performance. Pour faire des choix éclairés des allocations, de l'allocation des ressources, en fait, les ressources ne sont pas illimitées. On est limité dans les flux de trésorerie qu'on a, l'argent qu'on a disponible. On est limité souvent par nos employés, par une bâtisse, on a un paquet de limitations, mais à un moment donné, il faut dire, OK, mais comment, qu'est-ce que je vais faire avec ces limitations-là? Puis où je peux mettre mes ressources pour qu'elles fructifient à leur plein potentiel. Donc, ça va nous permettre de faire un choix sur les ressources. Pour planifier, contrôler, rectifier en temps opportun, parce que oui, on veut le planifier, on va voir qu'on veut le contrôler, puis on veut rectifier, on veut se corriger. C'est une espèce de. On va voir que la planification stratégique, c'est une grande boucle à laquelle on va régulièrement revenir. J'aime beaucoup la dernière pour donner un sens au quotidien des employés. Puis je vais vous donner quelques trucs à ce niveau-là, mais on va vouloir mobiliser les gens autour d'un plan, d'une stratégie, d'une passion commune. Ça va nous permettre aussi, cette planif-là, de consolider nos gens au travers d'un milieu commun. Qui devrait participer? C'est une question qui revient très souvent. Est-ce que c'est juste est-ce que c'est uniquement les actionnaires, les propriétaires? Moi, je vous dirais dans cette espèce de roue-là, donc minimalement, les propriétaires dirigeants vont planifier, vont être impliqués. Là, ici, je reviens, OK, vous dites, ouais, mais moi, je suis tout seul. Ben, on peut faire une planification stratégique même si on est tout seul. Souvent, on est tout seul, mais on ne réfléchit pas. Puis je vais vous quand même ordonner pour des gens qui seraient tout seuls de dire, ben oui, je veux faire quoi, moi, dans la vie? Quel service je veux offrir? Où je vais me concentrer? Où je suis bon? Où je fais de l'argent? Mais on va s'asseoir, puis on va se faire notre propre planification stratégique pour nous-mêmes. L'entreprise grandit, ben, minimalement, on va amener des employés clés. Et j'ai déjà fait des planifications où on a amené des employés clés. Puis il y a certaines fois où on a amené l'ensemble des employés. Puis on a dit, garde, on n'a pas tant d'employés que ça, on les amène tous au complet pour des portions de brainstorm certaines portions de brainstorm sur qui on est sur notre environnement interne. Ça a donné des résultats qui étaient vraiment intéressants aussi. Mais sinon, minimalement, des employés clés, surtout quand on travaille les analyses d'environnement, je vais vous expliquer un petit peu plus loin aussi pourquoi on veut les avoir, ces employés clés-là. Des parties externes. Ici, j'en vois deux parties externes qui vont participer. On peut avoir quelqu'un qui va être un facilitateur, qui va être un animateur de cette planification stratégique-là. La question me revient souvent, donc, cet animateur-là il ne devrait pas être un spécialiste de votre industrie. Il devrait être un facilitateur pour vous aider à mettre en place ce côté-là. L'autre partie externe, des fois, ça peut être intéressant d'avoir, des fois, ça peut être un comptable, un avocat qui nous a accompagnés, un mentor, un coach qui nous a accompagnés, qui connaît bien notre organisation aussi. Ça peut être intéressant dans certaines mesures de venir voir. Mais en fait, l'étape, quand on décide qui veut participer, bien, on s'assoit et on regarde, bien, quand j'opère mon entreprise au quotidien, ben, j'ai des propriétaires, j'ai peut-être un mentor qui est là avec moi une fois par mois, qui me connaît bien, j'ai un directeur de production, j'ai mon contrôleur. Bon, ben, on va s'asseoir et on va bâtir qui sont les personnes qui peuvent m'amener du positif dans ce qu'on va faire. C'est ces personnes-là qu'on va vouloir inclure autour de la table dans une planification stratégique. Les étapes et les composantes clés.
On l'a découpé en 6 étapes de ce processus-là. La première étape, c'est le moment pivot. En fait, il n'y a pas tant de choses à faire que ça dans cette étape-là, mais je l'appelle l'étape de la volonté, c'est-à-dire la volonté de s'engager dans le processus, de briser le statu quo, le désir de changer ou d'avancer. Là, je vous dis tout de suite, si vous faites une planification stratégique pour dire que j'ai besoin de faire une planification stratégique, on la met sur une tablette puis on ne ressort à rien de ce qu'il va y avoir eu là-dedans. Non seulement c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est démobilisant pour les employés. Et je l'ai vu à maintes reprises. Les employés sortent, amènent des idées. Si on est puis on va le voir là, dans l'étape d'introspection, on amène des idées, on met ça sur une tablette, puis on ne fait rien avec. C'est démobilisant pour les employés. Donc, il faut avoir, en tant qu'actionnaire dirigeant, quand c'est un OBNL, souvent c'est la direction générale d'où ça va venir, il faut vouloir s'engager dans le processus, il faut vouloir changer. C'est la première étape, c'est l'engagement dans cette planification-là. La deuxième étape, que j'appelle l'ADN organisationnel, c'est là qu'on va voir, est-ce que j'ai une mission, une vision, une valeur dans l'entreprise? Si j'en ai, OK, est-ce qu'ils sont toujours d'actualité? Si j'en ai pas, OK, ça va être le temps de créer cette mission, cette vision et ces valeurs-là. Et là, ici, quand je dis mission, vision, valeur, ce n'est pas un stunt marketing, c'est vraiment l'ADN de l'organisation. Donc, et c'est des valeurs, encore là, si on veut que ça soit vrai, qui doivent être vécues, des missions, des visions qui doivent être vécues et incarnées. J'ai une collaboratrice avec qui je travaille. Elle, dans ses valeurs, elle a l'intégrité. Puis à un moment donné, je lui réfère un client que je ne connais pas, mais qui peut avoir besoin de ses services. Puis elle me revient en me disant, Eric, j'ai fait mes recherches sur ce client-là, puis elle dit, c'est un très, très beau mandat. Elle dit qu'il se pourrait être très lucratif, mais j'aime pas les actionnaires. J'aime pas ce qu'ils ont fait. Il y a un passé qui est un peu trouble que j'aime pas. Puis elle dit, je vais décliner le mandat parce que ça ne rentre pas dans mes valeurs d'entreprise. Et ça m'a frappé à cette époque-là de dire, OK, c'est ancré très profondément. Pour elle, l'intégrité, ça pesait plus que tout. On le voit, c'est des valeurs qui sont incarnées. C'est quoi les valeurs de l'organisation? Ça fait partie un peu de notre culture. La mission ou le pourquoi on rentre travailler le matin, qu'est-ce qui fait qu'on rentre tous les matins? C'est un peu notre mission. Puis la vision, c'est où on veut amener notre entreprise. Et encore là, ça ne veut pas nécessairement dire, souvent les gens vont associer vision avec de la croissance, des embauches, Non, 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 non. La vision, c'est où on veut aller et de le communiquer. Et ça va changer. Ça peut être une cible qui va changer. Je l'ai vécu avec une cliente à un moment donné qui me dit, moi, Eric, elle dit, je suis essoufflé. Fait qu'elle dit, la vision que j'ai là, pour les prochaines années, c'est une croissance organique tranquille. Puis elle dit, ça va être ça. Parce que là, elle dit, il faut qu'en tant qu'organisation, on reprenne notre souffle, on consolide nos bases. La vision, à ce moment-là, a changé en disant, ça va être ce qu'on a appelé une croissance tranquille. Puis c'est correct, parce qu'on venait de vivre un cycle de croissance un peu effréné. Est-ce qu'on a des ambitions corporatives? Pour moi, les ambitions corporatives, c'est de dire, souvent, ça va être, au moment de faire la planification stratégique, ça fait 8 ans qu'on est en affaires. Donc, on le sait qu'on va arriver vers le 10 ans. Donc, une pierre. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Est-ce qu'on veut le souligner? Est-ce qu'on veut l'apporter? Est-ce qu'on veut bâtir quelque chose là-dessus? Est-ce que j'ai une ambition de devenir éco-responsable? Puis je suis dans cette mouvance-là, d'aller chercher une certification. Donc, est-ce que j'ai des ambitions corporatives à intégrer au travers de mon ADN? Est-ce que j'ai développé une responsabilité sociétale? J'ai travaillé avec un centre de la petite enfance et on a développé une responsabilité sociétale pour l'organisme, donc qui était un tournant ou un penchant qui était maintenant très éco-responsable et ça a été détaillé et mis en place. Donc, c'est de voir des fois, est-ce qu'on a à notre ADN, on ajoute cette valeur sociétale-là et c'est quoi nos propositions de valeur? Qu'est-ce qui fait que nous, on amène de la valeur? Puis en fait, je vais souvent amener à poser la question, si votre entreprise disparaît demain matin, qu'est-ce qui manque dans le paysage d'affaires? Qu'est-ce qui n'existera plus? Qu'est-ce qui fait que vous amenez de la valeur? Donc, je reprends mon exemple
bon, peut-être pas le CPE, parce qu'actuellement, avec les places en garderie, on n'est même pas obligé de proposer de la valeur que les gens se les arrachent, mais un café. Qu'est-ce qui fait demain matin que moi, j'ai un petit café indépendant, que si je ferme demain matin, que j'existe plus? Bien, ça va nous permettre de nous concentrer puis de voir c'est quoi ma proposition de valeur? Est-ce que j'en ai une? Puis on le voit, hein, souvent des commerces qui sont uniquement basés sur le prix, c'est difficile à maintenir. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on ajoute une valeur pour nos clients? Donc, ça ici, j'appelle ça un peu l'ADN organisationnel, où c'est le noyau, où on est, comment on veut le travailler, puis s'il n'est pas là, ben, qu'on bâtisse un squelette ou la chaîne de notre ADN organisationnel. Bien ensuite, l'étape très difficile, et c'est souvent cette étape-là qu'on va vouloir impliquer plus d'employés clés, l'étape de l'introspection. Donc, l'analyse externe, l'analyse interne. On va utiliser souvent des outils comme, je l'ai mis là, mais le FFOM pour les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Le PESTEL. Qu'est-ce que le PESTEL? Donc, c'est une analyse un petit peu plus externe qui va être l'analyse de l'environnement politique, économique, donc PES social, technologique, environnemental et légal. Donc, c'est quoi l'environnement dans lequel je baigne? Est-ce qu'il y a des réglementations particulières? Est-ce qu'il y a des risques qu'il y ait une réglementation qui change dans mon industrie et que ça va avoir un grand impact? Donc, ça va être quoi les forces externes qui vont. Tout ce qui est externe, en fait, tout ce qui est de mon analyse externe va jouer sur mes opportunités, mes menaces. C'est des choses que je ne contrôle pas. Si une des menaces, exemple, c'est un gouvernement qui passerait une loi qui vient toucher mon industrie, c'est une menace. Je peux rien, en fait, je peux me protéger, mais je ne peux rien faire contre cette loi-là. Elle va arriver. Donc, ça devient une menace. Tout ce qui va être mon analyse interne, c'est les forces que j'ai et les faiblesses que j'ai. Puis ça, les forces, normalement, là, c'est assez facile à trouver, là, ça sort bien. Là. Où est-ce qu'on est bon, là, ça sort bien. C'est au niveau des faiblesses. Et c'est là qu'on va vouloir venir chercher des employés clés souvent. Et quand je dis l'engagement dans le processus, des fois, ça va graffiner puis ça va faire mal. Des fois, des affaires qu'on a vues venir, des affaires qu'on savait. C'est rare. Je n'ai pas vu beaucoup d'entrepreneurs qui disent ah, moi, je ne le savais pas en tout dans ma business. On le savait, en fait, mais on ne veut pas le voir. Ça, il y a une différence des fois. Hein? On le sait, mais on ne veut pas le voir. Mais là, on se le fait mettre sur le nez dans une séance de remue-ménage où nos faiblesses sortent, puis on se le fait mettre sur le nez un peu. Ben, c'est le temps de dire, bon, ben OK, quand je vais. Et l'analyse des risques dans mon introspection, qui fait aussi partie, donc, la gestion des risques, c'est un petit peu mon introspection. Et là, il y a des bouts qui peuvent, comme je dis, qui peuvent faire mal, qui peuvent graffiner. Donc, exemple de se faire dire qu'au service à la clientèle, on n'était peut-être pas bien bon, puis que les clients chialent parce qu'ils veulent nous parler, puis attendent une demi-heure, 45 minutes sur la ligne parce qu'il manque de monde, parce que, bon, ben OK, c'est une faiblesse. On fait quoi avec ça maintenant? Mais c'est pas toujours facile de se faire dire là où on n'est pas bon. Par contre, une fois qu'on a sorti tout ça, donc, qu'est-ce qui nous menace, les opportunités qu'on peut avoir, les forces, les faiblesses qu'on a, on va mettre ça dans notre étape 4 en constat et priorité. Donc, c'est quoi mes enjeux, c'est quoi mes défis? J'aime créer des piliers. Donc, on va essayer de voir, y a-t-il des choses qui se regroupent là-dedans? Et souvent, on va avoir des enjeux, ça va être, on va souvent revoir venir des enjeux de ressources humaines. Ça peut être des enjeux de développement de marché, commerce en ligne, tout ça. Bon, mais c'est quoi après ça mes priorités? Comment je prends toute l'info que j'ai sortie dans mon introspection et que je vais tirer des constats et des priorités. Donc, ça va être quoi mes objectifs face à ça aussi? Et mon plan commence à prendre forme à l'étape 4. Donc, où j'ai sorti, où je commence à mettre des enjeux, des priorités, puis comment on va articuler ce plan-là. Arrive à l'étape après, innovation et modèle d'affaires. Donc, comment, à partir de ce moment-là, je peux dégager ma valeur ajoutée? Donc, on a vu c'était quoi ma proposition de valeur. Maintenant, je vais ajouter quoi comme valeur dans mon modèle? Quelle stratégie je vais adopter pour livrer le plan que nous avons? Donc, si dans mon plan, ben, j'ai sorti que j'avais dans mes faiblesses et les forces ou ce que je vais exploiter, que ben, j'ai un pilier qui est
ressources humaines, recrutement, il manque de monde, bien, ça va faire partie de ma stratégie. On devra recruter du monde. Et c'est là souvent, quand mes objectifs vont sortir, que ça peut être de travailler ma marque employeur. Donc, je vais avoir du marketing qui va être attaché à ça parce que je veux engager. Donc, on va bâtir un petit peu tout ça. Dans ma stratégie, je travaille beaucoup le modèle de ce que j'appelle le modèle du champion olympique aussi. Quand on va parler de la stratégie, en fait, des objectifs que j'ai, souvent, on va donner un grand objectif où je fais le parallèle avec mon champion olympique qui va être, ben moi, je veux gagner une médaille d'or. Aujourd'hui, là, je suis un athlète, j'ai une discipline d'athlétisme, mais je veux gagner une médaille d'or. Ben, OK, ça, c'est un super beau rêve en haut, là. Mais je fais quoi si je veux gagner une médaille d'or? Ben, si je redescends les étapes, ben, minimalement, il va falloir que je représente le Canada. C'est un bel objectif, donc, de dire, ben, moi, je veux devenir parmi les meilleurs au Canada pour pouvoir représenter mon pays. Mais OK, si je veux être dans les meilleurs au Canada, minimalement, je devrais être dans les meilleurs au Québec, mais avant ça, dans ma région. OK. Bon, ben, étape par étape. Et c'est un champion olympique que j'avais vu à mon année qui m'avait dit gagner une médaille d'or olympique. Il dit c'est super facile. J'ai regardé, je dis oui, parle-moi si c'est facile. Ben oui, il dit tu prends ce que le meilleur au monde fait, puis tu en fais juste un peu plus que lui. OK. Ben, c'est là. On part, on dit, bon, ben, j'ai un plan d'entraînement. Donc, après ça, mes objectifs concrets là, que je vais ramener. Là. Donc, bon, j'ai mon champion olympique, on a descendu. Ben, concrètement, ben, ça va me prendre un plan d'alimentation, un plan d'entraînement. Probablement qu'il va falloir que je m'engage ou je prenne un entraîneur, un nutritionniste. Donc, ça ne sera pas juste de faire de l'athlétisme, mais je vais faire de la musculation, de l'aéro, donc, j'ai tout ce plan-là que je vais monter. Puis, si je vais être capable de le suivre, c'est là qu'on va mettre des indicateurs, mais ma stratégie prend forme là. Le modèle d'affaires, je prends quelques secondes pour vous parler du modèle d'affaires. J'aime beaucoup travailler avec un outil qui s'appelle le Canva de modèle d'affaires ou le Business Model Canva, qui va nous permettre, collé à notre stratégie, de développer un ou plusieurs modèles d'affaires au travers de notre organisation. C'est quoi le modèle d'affaires? En gros, ben, c'est quoi la valeur, la proposition de valeur que j'ai? Cette proposition de valeur-là, à qui je vais la vendre? C'est qui mes clients? Par quel canal de distribution je vais passer pour pour vendre mes produits ou mes services? Donc, c'est qui mes clients? Comment je vais vendre? C'est quoi les ressources que je vais avoir besoin pour vendre? Donc, les ressources financières, physiques, matérielles, ressources humaines. Au travers de ça, après ça, qui seront mes fournisseurs? Donc, où je vais m'approvisionner concrètement? Donc, des noms. Là, on écrit des vrais noms. Là, donc, où je vais vendre, de qui je vais acheter, c'est quoi les ressources que je vais avoir besoin, c'est quoi mes structures de coûts, c'est quoi mes structures de profit, comment je vais faire de l'argent dans ce modèle-là. Puis normalement, une fois qu'on a mis ça en place, puis qu'on le retravaille, c'est très graphique. Là, si vous cherchez Business Model Canva, vous allez trouver c'est un modèle qui est générique. Et une fois qu'on le remplit, on est capable de se travailler, de se dessiner un modèle d'affaires qu'on va faire coller à notre stratégie. Et l'étape 6, puis quand je vous disais au début, bien, on a planifié. Là, ici, on va contrôler puis rectifier. Donc, on va bâtir, une fois que j'ai ma grande stratégie organisationnelle, bien, il va falloir la découper en plan d'action. Une stratégie, on ne fait pas ça pour 6 mois, on fait ça souvent pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Souvent, je vais la faire dans un horizon 3-5 ans, puis on va la remettre au goût du jour. Évidemment, si ma stratégie, si dans mes piliers, dans mes axes de stratégie, j'avais développé ma marque employeur, bien ça, ce n'est pas une action. Ça, pour moi, c'est comme si je le ramène à mon champion olympique, c'est de dire, bien, je vais être le meilleur au Canada. Bien, je vais développer, ça, c'est, OK, je vais travailler, je vais avoir une plus belle marque employeur. Ce n'est pas un plan d'action, ça. Bien, qu'est-ce que je fais pour avoir une bonne marque employeur? Bien, ça va peut-être être engager un spécialiste en ressources humaines ou on va travailler nos médias sociaux. Souvent, on dit ouais, mais j'ai rien à vendre sur Facebook. Non, tu as ton entreprise à vendre sur Facebook. On peut travailler une marque employeur sur Facebook, ça se travaille bien. Donc, c'est quoi le plan d'action? Comment je vais le découper et à qui je vais donner des responsabilités clés?
Parce qu'évidemment, si on veut que quelque chose arrive, si on dit comme organisation, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est une certitude, ça n'arrivera pas, ça ne le fera pas. Donc, je vais monter ce plan d'action-là. Il existe plein d'outils, que ce soit au travers de Microsoft Teams, de Asana qui existent, pour venir découler donc ce plan d'action-là et à qui je vais donner des responsabilités, puis comment on va suivre cette performance-là. Monter un tableau de bord, trouver des indicateurs et des cibles donc pour les suivis. Souvent, quand on va être rendu à découler à des objectifs plus fins, je vais aimer qu'on travaille avec ce qu'on appelle les objectifs SMART, que vous avez sûrement entendu parler. C'est quoi un objectif SMART? Donc, c'est un objectif qui est spécifique. Donc, on n'est pas large. Donc, exemple, si j'ai un objectif de dire, ben, je veux avoir 5000 followers sur ma page Facebook dans la prochaine année. Bon, ben, il est spécifique. Donc, c'est très clair. Le nombre de personnes qui me suivent sur ma page Facebook, c'est mesurable. 5000, on a un chiffre, on est capable de le mesurer. C'est atteignable, on a mis un chiffre qui est réaliste. Si j'avais mis 1 million de personnes, peut-être que je vous aurais dit que ce n'est pas réaliste. Il est réaliste et il est étalé dans le temps. Donc, ça va être un petit peu l'objectif SMART. Et mes grands objectifs au travers de tout ça, j'aime beaucoup qu'on vienne parler là, aussi de certains autres objectifs, là, mais gardons en tête que les objectifs qu'on va vouloir mesurer puis mettre dans ce tableau de bord-là, des objectifs SMART. On fait quoi après? Bien, on le diffuse puis on le fait comprendre. Donc, on s'assure, ou je vais souvent avoir ramené mon plan sur une carte stratégique, sur un one-pager qu'on va présenter aux employés. On veut que ça soit vu, su, connu de tout le monde. C'est quoi les piliers? C'est quoi notre stratégie d'affaires? Ce n'est pas un secret organisationnel. On veut que les employés comprennent où on s'en va. Évidemment, il y a certains trucs stratégiques qu'on va garder pour nous, mais la grande stratégie au sens large, on veut le diffuser, le faire comprendre. Faire une vigie constante puis réviser. Donc, normalement, quand on fait un comité de direction, ou quelques fois par année, on va vouloir revoir où on est dans le plan, puis comment on le livre, comment on le suit, comment on livre. Est-ce qu'on livre les plans qu'on avait dit qu'on livrerait pour atteindre ce plan-là? S'assurer que les ressources sont au rendez-vous. Donc, si on avait dit que les ressources seraient là, qu'ils le soient. Et quand on dit s'assurer que les ressources sont au rendez-vous, souvent, on le dit, hein, les ressources sont limitées. Si on a monté un plan et on dit qu'on veut travailler notre marketing, on engage quelqu'un et on dit tu vas avoir un budget, puis là, elle vient vous voir, puis OK, on va mettre du Google AdWords, on n'a pas d'argent. Ah, mais si tu m'as demandé de faire un plan, si tu ne me donnes pas d'argent, c'est une roue. Donc, si on a engagé quelqu'un, ben, on est commis puis on part avec ça. Et suivre les indicateurs, puis s'assurer que les suivis et assurer les suivis nécessaires. Donc, on a fait notre tableau de bord, on a mis des objectifs, puis de voir, ben, si on a décidé qu'on voulait avoir 5000 personnes qui nous suivent sur notre page Facebook dans la prochaine année, puis qu'on est sur une année calendrier, et j'attends au mois de novembre pour faire des suivis, puis qu'on se rend compte qu'on en a juste 800, ça va être difficile à fin novembre, puis en décembre, aller chercher 4200 personnes. Donc, il faut le suivre sur une base constante, se donner des objectifs d'atteinte, puis de réaliser ben, pourquoi on l'atteint, pourquoi on ne l'atteint pas, mais pas attendre à fin d'année. En conclusion, ben, la volonté. Donc, s'il y a 5 astuces, 5 choses à travailler, je vous dirais la volonté d'engagement de la direction. Si vous n'êtes pas commis envers la planification stratégique, ça ne donne rien, faites-le pas. Faites-le pas, vous êtes mieux de ne pas en faire que d'en faire une et de ne pas être commis. L'introspection, donc, se dire les vraies choses, puis on n'a pas mis un œil là pour rien, se regarder dans le blanc des yeux, puis de se dire les vraies choses et de comprendre les vraies choses. Donc, ça ne donne rien de se le cacher, notre plan ne sera pas bon. Le modèle d'affaires, donc déterminer le modèle d'affaires qui nous permet de livrer notre proposition de valeur, donc l'allocation de ressources et comment je vais déployer mon modèle. Mesurer le plan d'action avec les objectifs que j'ai dit SMART, donc qui sont mesurables et DUMB. Moi, j'aime beaucoup. Pourquoi l'objectif DUMB? Bien, pour moi, l'objectif, pour moi, exemple d'un champion olympique, gagner une médaille d'or, c'est un objectif DUMB. Pourquoi DUMB? Ce n'est pas idiot. C'est DUMB, c'est un acronyme anglais pour dire Dream Driven, donc qui va nous permettre de nous faire rêver. Uplifting, donc qui nous amène à nous dépasser.
M pour mobilisant, puis B pour behavior driven, donc il va nous permettre de changer des comportements. Donc, c'est des objectifs qui vont souvent de dire, bon, ben, ça fait des années comme entreprise, on voudrait faire affaire avec tel gros client. Là. Ça, pour nous, c'est un objectif, ça serait un rêve, mais ça va nous amener à nous dépasser. Peut-être qu'on ne fera jamais affaire avec ce client-là, mais c'est un objectif qui va nous amener à nous dépasser. Puis, le succès de la stratégie va dépendre aussi de l'implication et de l'imputabilité des participants. Donc, jusqu'à quel point le plan d'action ne relève pas uniquement de la direction du propriétaire, mais on devra donner des responsabilités clés à des employés clés et à différentes personnes pour s'assurer que ce plan-là, ça devienne collectif. Ça ne peut pas être uniquement sur les épaules des actionnaires, des propriétaires ou des dirigeants. Là, dans le cas d'un exemple de mon CPE, ça ne peut pas être la direction générale qui livre le plan. Il y a plusieurs personnes à qui on va transférer des objectifs, des responsabilités clés. Plan stratégique, ben, rapidement, là, il doit être simple, donc simple, facilement exprimable, clair, cohérent. Il doit amener des idées innovantes, donc changer les façons de faire ou être prête à se bouleverser un petit peu. Mobilisateur, je l'ai dit, donc s'assurer que l'ensemble des employés vont être tournés vers un objectif commun. Évidemment, pertinent. Les choix stratégiques doivent être liés aux défis prioritaires. Des fois, on a des idées et ça m'amène dans le côté pertinent. Souvent, les entreprises en technologie que j'ai vues, moins aujourd'hui, je pense que les gens ont compris, mais ça arrivait beaucoup de dire, ben, on va attendre d'avoir la version optimale pour commencer à vendre. Donc, on avait l'ensemble des ressources qui étaient liées à développer le produit optimal. Mais on va commencer à essayer d'en vendre un bêta. On n'a jamais de ressources pour vendre la première version, tout va juste dans le développement de la suivante. Ben, à un moment donné, ben, si le choix, c'est de vendre, ben, il va falloir donner des ressources pour vendre aussi. Logique, donc ça doit être cohérent et évaluable, évidemment, avec nos fameux objectifs. Je termine en profitant de vous parler des CPA. En fait, les CPA, ça fait plusieurs choses. Olivier, qui m'a présenté, était directeur de succursale de centre d'affaires dans une banque. Ça fait des états financiers, oui, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, le CPA va vous aider à gérer le changement dans vos organisations, vous aider à vous accompagner à déployer vos stratégies d'affaires, vous conseiller dans vos défis de croissance. Donc, c'est beaucoup plus que quelqu'un qui fait des états financiers. Je termine aussi en disant, ben, vous allez avoir de l'information, beaucoup d'informations sur le site 20minutescpa.ca. Donc, mine d'informations, plusieurs textes qui ont été publiés, des choses intéressantes à ce niveau-là. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site web 20minutescpa.ca. Et on a maintenant du temps pour des questions. Il y a Sophie Bureau qui dit merci pour la présentation. Merci à vous, Madame Bureau. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui lèvent la main pour poser une question? Je peux aller vous chercher, comme je disais. Tout est clair? Bien, peut-être je pourrais en profiter. Est-ce que, étant donné dans cette période actuellement, qui n'est peut-être pas toujours facile de planifier, si on s'est fait une planification en début d'année, j'imagine que notre SMART doit évoluer au fil des mois. Est-ce que J'aime toujours, pour moi, une planification, c'est vivant. Je dis toujours que je fais une planification sur un horizon de 3 ans, 5 ans, mais il faut que ça soit vivant. Donc, après ça, ben, c'est de la réajuster. Et des fois, ça va être dans les deux sens. Hein. On s'était donné un objectif, puis le premier mois, on l'a battu. On n'était peut-être pas assez ambitieux, ça va être de le remettre à jour. Des fois, on a été trop ambitieux comparativement à ce qu'on a fait. Fait que c'est pour ça que peut-être pas. Moi, je suis un pro comité de direction, que ce soit un conseil d'administration, Mme Bourgault, si vous faites un conseil d'administration, quand on est plus dans l'OBNL. Dans l'entreprise privée, moi, je recommande fortement d'implanter un comité de direction avec la direction employé clé, souvent le directeur financier ou le contrôleur, qu'on s'assoie minimalement
8, 9, 10 fois par année. Je sais que 12, une fois par mois, c'est ardu. Et au travers de ces rencontres-là, où on va parler des enjeux de l'organisation, au moins 2 fois ou 3 fois par année, on va se rasseoir avec les objectifs qu'on s'était donnés dans le plan, puis est-ce qu'on les atteint? Est-ce qu'on les a livrés? Est-ce qu'on a vraiment donné des ressources pour arriver à développer ce plan-là? Puis, exemple, si on avait, je veux développer un nouveau produit-service, on ne l'a pas travaillé, on ne l'a pas mis en place, on ne l'a pas, si on ne le part pas à un moment donné, on ne le livrera pas. Donc, pourquoi on ne l'a pas parti? Il manque de ressources. Il y a du OK, on se questionne. C'est toujours pertinent, ça marche-tu toujours? Si on voulait développer un nouveau service, exemple, je ne sais pas, moi, la Chambre de commerce dirait, nous, on veut commencer à faire du placement de personnel. On a mis ça dans nos objectifs, puis on arrive enfin à milieu d'année, on ne l'a toujours pas parti. Peut-être qu'il y a différentes raisons. Il n'y a peut-être pas de demande, on n'a pas mis de ressources, on n'a pas. Mais oui, on va réévaluer les points, puis en disant, c'est-tu toujours pertinent? C'était-tu bon? C'était-tu une fois? Puis ça va arriver dans un plan, puis c'est pour ça que j'aime ça dire qu'on le remet à jour. Il y a ce que j'appelle des fausses bonnes idées, des fois qu'on pensait que c'était une bonne idée, puis ça n'en est pas une. Mais oui, on va vouloir le remettre à jour, le suivre, puis le remettre à jour. Des fois, on dit qu'il va vivre 3 ans, 5 ans, mais on se rend compte qu'au bout de 3 ans, ça ne marche plus, on a réécrit un autre, on l'ajuste. Mais oui, pour moi, c'est ce que j'appelle une cible mouvante. Donc, on va s'ajuster. En fait, il y a différentes écoles de pensée. Il y en a qui disent non, moi j'ai fait un plan, puis on va le livrer à vie, à mort. Moi, je pense que ce plan-là, il est fait pour s'ajuster. Nos entreprises, on veut de plus en plus qu'ils soient agiles, on va vouloir être capable de s'ajuster. Bien, merci. C'est certain qu'un comité de direction, c'est vraiment, pour une chambre de commerce, c'est vraiment une particularité. Il faut être main dans la main avec notre comité de direction, puis avancer, et puis notre trésorier également, qui est un CPA. Alors, c'est important de pouvoir échanger et de prendre conseil pour avancer dans des projets. Je vous dire aussi que la présentation sera sur notre site Internet. Selon moi, d'ici 2 jours, ça devrait être là si vous voulez la réécouter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que des Vous gens pouvez les écrire. Si vous êtes gêné de lever la main, vous pouvez l'écrire aussi dans le chat. Oui, tout à fait. Ah. Monsieur Hugo Fontaine de la Table, je dois malheureusement quitter pour une autre rencontre, mais c'était vraiment intéressant, efficace. Bon, bien. Merci, c'est très Hugo. apprécié, Monsieur Fontaine. Puis si vous voulez la réécouter, ce sera sur notre site. Merci. D'autres questions? Bien, quand on parle de planification stratégique, surtout, tu sais, comme chambre de commerce, nous, on faisait des activités en présentiel. On a fait un gala hybride dernièrement. Mais nous, on est accrédité par la Chambre de commerce du Canada. Et puis, pour l'accréditation, là, c'est vraiment, étant donné toute la nouveauté des webinaires, je veux refaire notre accréditation. Parce que c'est un processus qui fait en sorte qu'on est vraiment structuré. Il arrive une nouvelle personne en place. C'est certain que la première accréditation qui date, c'était 5 gros cartables. Maintenant, ça va être tout sur Internet et ça va faire en sorte que ça va être facilitant pour la venue de nouveaux employés. Quand on parle de marque employeur, bien, l'accréditation vient aider à ce moment-là. Mais je reviens, puis j'ai vu qu'il y avait des gens aussi qui sont du monde de l'OBNL. Souvent, les gens dans l'OBNL vont avoir cette tendance à croire que la planification, ce n'est pas nécessairement pour eux autres. Puis au contraire, puis je pense à vous, une chambre de commerce où on va avoir un conseil d'administration. Normalement, la permanence va demeurer stable, mais le conseil d'administration, lui, va avoir tendance à changer et on ne veut pas que les orientations de la chambre ou de l'organisme change à chaque fois que j'ai des changements dans le conseil, puis de dire, on faisait une affaire, ah non, cette année, on fait d'autres choses. Puis là, les membres font, mais comment ça qu'on valse comme ça? Mais en faisant une planification stratégique, on s'est mis d'accord avec des membres que c'est là qu'on s'en allait pour les 3 à 5 prochaines années. On peut l'ajuster, mais normalement, ça va nous donner l'idée ou la barque, l'air d'aller où on veut aller dans notre planification stratégique. Puis ça va nous donner des ancres et éviter qu'on ait trop de mouvements. Okay. Donc,
Bien, merci beaucoup. Merci, c'est vrai. Ah, M. Gingras, Marc Gingras doit nous quitter, alors qu'il était de Estrie Aide. Merci, M. Gingras. Merci. Bon, mais écoutez, si les gens n'ont pas de questions, mais Mme Renée Lebel nous dit qu'on va pouvoir vous envoyer le format PDF aussi de la présentation. Mais d'avoir les explications aussi, c'est quand même intéressant. C'est beau les mots. Tout à fait. Alors, bien, sur ça, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. C'était très intéressant. C'est un beau résumé, vraiment, parce que il y a des cours qui se donnent qui peuvent être plus longs qu'un 20 minutes de CPA. Et avec toutes les mesures qui existent, moi, je dis toujours à nos entrepreneurs, faites affaire avec les CPA pour connaître les vraies mesures qui sont bonnes pour votre entreprise. C'est très, très important. J'en ai encore mentionné hier à une entreprise qui cherchait des mesures. Je dis, votre comptable, votre CPA, c'est eux qui connaissent la vérité sur les vraies mesures qui sont applicables pour votre entreprise. Alors, merci à vous, M. Préville. Merci beaucoup. Olivier, merci beaucoup. Mme Lebel. Et merci. Et Sophie Bureau, de l'Ordre des CPA du Québec, merci de ta présence aujourd'hui. Alors, merci à tous et bonne journée. Allez. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée.